Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ingénieur, vous êtes président de The Shift Project, vous êtes aussi l'auteur d'une bande dessinée un succès absolu qui ne se dément pas, un véritable best-seller sur la question justement du climat, de l'énergie et aussi de l'industrie, puisque vous ne tournez pas le dos à l'industrie, bien au contraire. Et elle est au cœur de l'actualité de l'industrie parce que Emmanuel Macron a relancé hier l'idée qu'il fallait réindustrialiser et faire de la France la première des économies décarbonées. Mais je dirais d'abord une chose, on n'arrête pas de nous parler de la voiture électrique. Le bonus écologiste ne sera plus donné aux voitures qui ne répondraient pas à un certain nombre de normes. On va y revenir dans le détail, mais est-ce que la voiture électrique, c'est vraiment l'alpha et l'oméga d'un passage à un monde écolo ? Alors, quand on compare la voiture électrique à la voiture à pétrole, elle présente un certain nombre d'avantages et un certain nombre de similarités. On va commencer par les similarités. Ça reste une voiture. Donc, ça reste un objet de 1 à 2 tonnes. Du reste, les voitures qui marchent bien, c'est plutôt des voitures de 2 tonnes que des voitures d'1 tonne, parce que les constructeurs font des plus grosses marges sur les plus gros véhicules. Et par ailleurs, comme la voiture électrique vaut cher, c'est plutôt les gens à fort pouvoir d'achat qui peuvent s'y mettre. Donc un segment important aujourd'hui du marché de la voiture électrique, c'est les grosses voitures achetées par des cadres qui veulent se donner bonne conscience. Voilà. Donc la voiture électrique reste une voiture. Ça veut dire que ça a quelles conséquences ça veut dire qu'en termes d'occupation d'espace au sol, par exemple, en termes de consommation. Quand vous dites occupation d'espace au sol, ça ne veut pas seulement dire la voiture elle-même, ça veut dire les routes, ça veut dire les autoroutes. Oui, c'est ça. Ça veut dire c'est l'infrastructure. Absolument. Ça veut dire également qu'en termes de consommation de matériaux pour faire la voiture, on n'a pas beaucoup de différence par rapport à une voiture à pétrole. Et en fait, il en faut même plus parce qu'il faut fabriquer la batterie. Et dans les pollutions, il y en a une qui reste presque constante par rapport à la voiture à pétrole, c'est les poussières. Parce que la voiture électrique, elle a aussi des plaquettes de frein, des pneus qui s'usent, etc. Par contre, ça présente des avantages sur le plan du CO2, ça de façon incontestable, parce qu'il faut effectivement émettre plus de CO2 pour fabriquer la voiture, parce qu'en fait, il faut fabriquer la batterie en plus de la voiture. Et en gros, les émissions de fabrication de la batterie aujourd'hui, c'est à peu près les émissions de fabrication du reste de la voiture. Mais par contre, à l'usage, d'abord, le moteur électrique est beaucoup plus efficace que le moteur à essence. Le rendement d'un moteur électrique, c'est à peu près 80%, quel que soit le régime moteur, alors que pour un moteur à essence, c'est entre 20 et 40%. Et ensuite, vous avez la production électrique en France qui est très nettement décarbonée par rapport... En France, oui, mais ouais. même dans d'autres pays européens, en fait, l'efficacité du moteur électrique est telle que même avec le mix électrique qu'on a dans d'autres pays européens... Je pense à l'Allemagne, la question du charbon. Même en Allemagne, à ça performance... reste plus intéressant. Alors oui, ce qui est plus intéressant, c'est si vous prenez une voiture de même taille, même puissance, même performance. Si vous en profitez quand vous passez à l'électrique pour doubler la taille de la voiture et prendre un tank électrique, là, l'avantage disparaît. Mais si vous êtes dans la même catégorie, on va dire, là, vous avez un avantage. Alors, c'est un avantage, mais ce n'est pas un avantage dans lequel on divise les émissions par 10. C'est de quel ordre ? Alors, en France, on les divise par 3. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien. Et on pourrait les diviser par encore plus si on fait en France l'essentiel des étapes de fabrication de la batterie. Alors, pour faire une batterie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir une activité minière. Donc, il faut extraire du sol, aujourd'hui, du lithium. Ça, on pourrait le faire en France. Du cobalt, ça, on n'en a pas en France. Et du nickel, ça, on n'en a pas en France métropolitaine. Il y en a en Nouvelle-Calédonie, mais il n'y en a pas en France métropolitaine. Et après, il faut faire, à partir de ça, ce qu'on appelle des principes actifs. Puis, il faut fabriquer les composants de la batterie. Puis, il faut faire la batterie elle-même. Tout ça, c'est aussi d'ailleurs l'objet du déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il sera à Dunkerque. Ils veulent développer la vallée de la batterie. Oui, alors ce qu'on va faire aujourd'hui en France, c'est la dernière étape du processus. Donc, c'est la fabrication de la batterie elle-même. Mais on ne va pas faire nécessairement les cellules. Alors, certains industriels le prévoient, d'autres non. Et on ne va pas faire les principes actifs aujourd'hui en France. Vous le regrettez ? Il faudra le faire plus tard. Il y a des projets avec lesquels c'est prévu. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Et ce qui va vraiment permettre d'économiser du CO2 de fabrication, c'est quand on ira le plus possible à l'amont. Si on voulait être pleinement vertueux, il faudrait qu'on ait tout depuis la mine. Oui, qu'on s'occupe de l'intégralité du processus. Sauf que je le redis, des mines de nickel et des mines de cobalt, c'est pas demain matin qu'on va en avoir en France parce qu'il n'y a pas la ressource. En France métropolitaine, j'insiste. Mais par contre, on peut faire tout ce qui est à l'aval. Par exemple, les Chinois, pour un certain nombre de métaux de spécialité, ils n'ont pas les mines chez eux, mais par contre, c'est quand même eux qui raffinent les métaux. D'accord ? Donc, ils importent le minerai et ils font tout ce qu'il y a derrière. Bon. À mon avis, c'est ça la bonne stratégie industrielle en France, c'est d'essayer de faire tout ça. Ça abaissera encore les émissions de CO2 de fabrication
de la batterie. Et donc, ça rendra la voiture électrique encore plus intéressante que la voiture à essence. Et là, on divisera encore plus que par 3 ? Oui, on divisera par plus que 3. Jean-Marc Jancovici, vous parliez des mines. On sait qu'il y a une mine de lithium qui va ouvrir dans l'année. Mais il faut bien voir par ailleurs qu'on a un objectif en termes de décarbonation des voitures à l'échelle mondiale. Donc à l'échelle mondiale, les voitures, c'est à peu près 6% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. D'accord. Pour donner un ordre de grandeur. Ça veut dire que si on veut... Et il y a un peu plus d'1 milliard de voitures particulières sur Terre. 1,2 milliard, 1,3 milliard en gros. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va avoir la capacité industrielle à électrifier toutes ces voitures en quelques décennies. Et là, on peut avoir des doutes parce qu'il faut un certain nombre de métaux en quantité très significative, notamment du cuivre. Et il y a une alerte aujourd'hui sur la production de cuivre à l'avenir. Il est possible que le pic de production du cuivre, ça soit pour les années qui viennent. Et donc, la voiture électrique idéale, elle est en fait plus petite que la voiture à essence et moins nombreuse. Donc, en fait, électrifier les voitures, c'est pas juste électrifier les voitures à masse de voitures constante et à parc de voitures constant. C'est qu'il faut changer le modèle de la voiture. Il faut intégrer ça dans une évolution plus large, qui est qu'il faut aussi qu'on fasse avec moins de voitures et avec des voitures plus petites. Avec moins de voitures, des voitures plus petites. Si je vous écoute, vous donneriez le bonus écologiste à des voitures qui répondraient à ce genre de critères-là. Alors moi, si c'était moi, je mettrais 3 conditions. Je mettrais une condition de ressource à la personne qui va acheter la voiture. Parce qu'une personne comme moi, par exemple, qui a les moyens de s'acheter une voiture électrique, il n'y a aucune raison qu'on me donne un bonus. Alors qu'aujourd'hui, ce bonus, il est sans condition de ressources. Absolument. Et donc, il va notamment financer des voitures pour 4 supérieurs, qui sont des hybrides, donc des trucs qui ne devraient absolument pas être subventionnés. Donc sous condition de ressources. Pour encourager ceux qui ont le plus de mal à passer à l'électrique. Sous condition de masse de la voiture. Donc les tanks électriques, il ne faut pas les subventionner. Et 3, effectivement, alors en fait, une fois que j'ai dit sous condition de masse, j'ai presque dit sous condition de puissance, c'est pareil. D'accord, voilà. Donc être très attentif aussi aux véhicules. Donc les petits véhicules, et il faudrait encore plus les subventionner quand il y a derrière la casse d'un véhicule à essence. Donc quand on est sûr que ça remplace un véhicule à essence, et pas que le véhicule à essence est vendu... Vous doubleriez pratiquement le bonus si en plus on supprime... Parce que en fait, si une voiture électrique vient se rajouter au parc existant, le bénéfice, il n'existe pas. Pour que le bénéfice existe, il faut que le véhicule électrique remplace une voiture à pétrole du parc existant. Mais justement, sur ce point-là, le fait d'avoir annoncé que d'ici 2035, il n'y aurait plus de vente de voitures à moteur thermique en Europe, est-ce qu'on n'a pas mis un peu la charrue avant les bœufs? Et surtout, est-ce qu'on n'a pas créé mécaniquement un moment où on va tellement produire de voitures pour remplacer le parc existant que c'est un moment finalement particulièrement polluant? Alors, il y a toujours des émissions supplémentaires quand vous êtes en constitution de parc. Ça marche dans tous les... Habituellement, ça se fait de manière progressive. Absolument. Là, ça pourrait se faire de manière accélérée. Alors, attention, en 2035, c'est pas avoir une voiture à pétrole qui est interdit. C'est de la vente. C'est en acheter une. Ce qui est très différent. Ce qui veut dire ça veut dire que ceux qui en ont encore une continueront à pouvoir la faire rouler. Exactement. Donc la question, elle est celle de la vitesse de pénétration des voitures électriques après cette date dans le parc. Alors je vous avoue que je n'ai pas en tête les derniers calculs qui ont été faits sur le sujet, mais c'est bien ça la question, c'est le remplacement. Et l'autre question qui est posée, c'est celle que j'évoquais, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir la capacité industrielle et les matières premières nécessaires pour remplacer toutes les voitures qui roulent aujourd'hui ou pas. Et si on n'a pas cette matière première et si on n'a pas cette capacité industrielle, il y a aussi un sujet de réorganisation du système de transport. Et encore derrière, on va trouver un sujet de réorganisation de l'urbanisme. Parce qu'il y a tout un tas de trucs. Il y a tout ce débat, par exemple, sur des bretelles d'autoroutes nouvelles qui sont construites. Il y a l'A69. Vous dites on devrait faire une pause là-dessus. Moi, je dis on ne devrait pas. On ne devrait pas la construire. Non, on ne devrait pas. Parce que, en fait, si on la construit, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va favoriser des habitudes de gens qui vont s'en servir. On va favoriser des implantations à côté de cette nouvelle infrastructure routière, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. De zones d'activité, etc., de gens qui dépassent. Et c'est normal. Je veux dire, le truc est là, on s'en sert. Et ensuite, vous leur dites, ah ben non, finalement, on va devoir s'organiser autrement. Et une fois que vous avez mis un entrepôt... Et on voudrait que vous laissiez votre voiture au garage, non? Et surtout les camions. Parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas quand on parle de l'électrification des moyens de transport, c'est les marchandises. Or, paradoxalement, pour moi, c'est encore plus urgent d'électrifier le transport de marchandises que d'électrifier le transport de personnes. Parce que les gens ont des jambes. Enfin, sauf accident de la vie, ils ont des jambes. Ce qui veut dire que si jamais il y a moins de voitures,
eh ben, ils peuvent se lever un peu plus tôt, prendre un vélo pour aller jusque chez le voisin et partager la voiture du voisin, prendre un vélo pour aller jusqu'à un arrêt de bus. Alors, ils ronchonneront un peu, ils diront que c'est moins confortable et qu'ils vont passer une demi-heure de plus, mais ils peuvent le faire physiquement. Les marchandises n'ont pas de jambes. Aujourd'hui, sans camion, vous ne nourrissez pas les villes. C'est-à-dire que sans camion, si demain matin, les camions disparaissent, vous et moi, on meurt de faim. Donc, c'est beaucoup plus urgent de s'occuper des marchandises, sauf que les marchandises ne votent pas. Donc on s'occupe des gens qui votent. Vous pensez que tout ça est politique en réalité? C'est normal. Cette priorité, le fait de se tromper de priorité. C'est le cahier des charges, relisez Tocqueville. Nous sommes en démocratie, donc on s'occupe des gens qui votent et les marchandises ne votent pas. Jean-Marc Jancovici, Emmanuel Macron a réclamé, je cite, une pause réglementaire européenne sur la mise en place des nouvelles normes environnementales. Est-ce que ça doit être la cible? Je ne sais pas de quoi il parle. Donc, vous savez, des normes environnementales, il y en a des centaines, il y en a des milliers, donc je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y en a trop? Je ne sais pas si lui-même sait de quoi il parle du reste. Donc, la bonne question, c'est de quoi parle-t-il? Je ne sais pas. Mais est-ce que les normes sont nécessaires ou est-ce qu'effectivement... Évidemment qu'elles sont nécessaires. Je vais prendre un exemple qui est le bâtiment. S'il y avait pas... En pleine crise du bâtiment. Hein. Oui, mais s'il n'y avait pas dans le bâtiment des normes sur la manière de construire... vous ne sauriez pas si votre bâtiment va résister aux inondations, éventuellement aux tremblements de terre dans les zones sismiques, etc. Donc évidemment qu'il faut des normes. C'est absolument indispensable. S'il n'y avait pas une norme sur le filetage des vis, par exemple, un truc tout con, les différents fabricants de vis et de boulons feraient des filetages qui ne se correspondent pas nécessairement. Donc la norme, c'est quelque chose qui est... Non mais je trouve ça passionnant qu'on puisse parler avec vous autant des autoroutes que des vis et des voitures électriques. C'est tout con, mais donc en fait la norme est absolument indispensable dans un système industriel. Jean-Marc Jancovici, puisqu'on en est au logement, cette crise majeure que traverse la France avec une catastrophe à venir, peu de réponses aujourd'hui de la part du gouvernement, mais une question également qui est celle de la maison individuelle. Alors la ministre du Logement précédente, Emmanuelle Wargon, avait mis les pieds dans le plat, ça lui avait été énormément reproché en disant que peut-être que le modèle de la maison individuelle était daté. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus, Jean-Marc Jancovici? C'est aujourd'hui l'un des problèmes, c'est qu'il y a moins de construction. Et comme il y a moins de construction, il y a aussi une tension sur le monde de l'immobilier et sur le monde du logement qui est extrêmement lourde. Est-ce qu'il faut construire plus ou est-ce qu'en effet, il faut se dire c'est plus le modèle? Il y a quelques années, avant Le Monde sans fin, j'avais écrit un bouquin dans lequel un des chapitres s'appelait « Mettre les villes à la campagne, c'est fait ». Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'abondance énergétique, avant l'abondance énergétique, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez soit des gens qui habitaient à la campagne dans des maisons, donc l'habitat rural standard, c'était pas des immeubles, c'était des maisons. Mais à ce moment, ils avaient une activité qui demandait très peu de transport. Le déplacement quotidien de l'agriculteur ou du paysan, c'était d'aller de chez lui jusqu'à son champ. Le champ était pas loin, etc. Et il y avait donc en fait, on avait un modèle dans lequel une proximité entre travail et habitat. Ça flottait parce que vous n'aviez pas besoin de vous déplacer à partir de votre logement pour aller loin. Bon. Et les gens qui étaient en ville, ils étaient dans des endroits où ils pouvaient tout faire à pied. C'est pour ça que les cœurs de ville historiques en Europe sont tous des cœurs de ville très denses, concentrés, où on peut tout faire à pied. Si vous habitez dans Paris, vous pouvez quasiment tout faire à pied, ça pose pas de problème. Et dans n'importe quelle ville ancienne, vous pouvez faire ça. Avec l'énergie abondante, on s'est mis à avoir hors des villes des gens qui ont une activité de type urbain, des emplois de service, enfin des emplois industriels et des emplois de service, et par ailleurs qui ont besoin d'une voiture. Du coup, pour assurer une mobilité loin de leur domicile, puisqu'ils sont plus agriculteurs et ils sont... Plus on rajoute aujourd'hui des zones pavillonnaires, plus on rajoute des gens qui sont dépendants de la voiture. Or, on vient de se dire que la dépendance à la voiture, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas garanti pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas y avoir les moyens matériels de conserver les 40 millions de véhicules particuliers qu'on a en France. Alors, l'absence de ces moyens matériels, ça se traduira par des pénuries, de l'inflation, etc. C'est ce genre de truc qui va matérialiser ou des interdictions, mais c'est comme ça que ça va se manifester. Du coup, est-ce que c'est très raisonnable aujourd'hui de continuer à mettre des gens dans des zones où ils se disent, à court terme, là, je vais être très bien, mais sauf que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans... Mais c'est eux-mêmes qui seront pénalisés avec le prix Et à ce moment-là, on pourra individuel. bien appeler l'État au secours s'il y a une impossibilité physique d'assurer le déplacement d'une partie des gens qui habitent dans ces zones. C'est pas complètement illégitime aujourd'hui de dire c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à les augmenter, ces zones. Donc du coup, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Mais de partir de l'idée... Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'habitat? Qu'est-ce qu'on fait pour le logement qui est en grave crise aujourd'hui? Alors, il y a 2 choses distinctes. D'abord, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, la création de logements était, alors je ne sais pas si c'est encore le cas sur les 6 derniers mois, mais était de façon chronique le double de la création de nouveaux ménages. Donc chaque année... C'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a moins de logements qu'il n'en faudrait. Alors, moins qu'il n'en faudrait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je vous dis encore une fois, c'est que les statistiques que j'avais jusqu'à très récemment, c'est qu'on crée 2 fois plus de logements qu'il n'y avait de nouveaux ménages. Et là-dedans... Donc c'était trop.
Bah oui, ça veut dire qu'on peut en faire moins. Ça veut dire qu'on peut s'arranger avec moins. Après, dans les nouveaux logements qu'on crée, il y a aussi pas mal de résidences secondaires. Est-ce que c'est indispensable de faire des résidences secondaires? Il y a des gens qui vont m'écouter en hurlant « De quoi? C'est liberticide !» Oui, mais enfin, la résidence secondaire, avant l'énergie abondante, ça n'existait pas. Donc, quand on va retourner à l'énergie contrainte... C'est une invention récente. Oui, parce que c'est permis physiquement par l'abondance énergétique. Avec une abondance énergétique plus basse, avec moins d'énergie, on n'aura pas les moyens d'avoir des résidences secondaires. À l'époque, il y avait les aristocrates qui avaient des résidences secondaires. Le peuple n'en avait pas. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à en faire? Parce que ça vient quand même artificialiser et construire pour des occupations qui sont ponctuelles et qui nécessitent un transport, voilà, et qui sont hors des zones par ailleurs d'activité économique. Voilà. On a également un sujet sur la déprise d'un certain nombre de villes. C'est quoi la déprise? Vous avez un certain nombre de villes moyennes dans lesquelles vous avez de moins en moins de gens qui habitent. Vous avez le taux de vacances des logements qui augmente et donc les gens. Donc il vaut mieux réintégrer des habitants dans ces centres-bourgs. Donc tous les vieux retraités veulent faire construire en Bretagne et sur la Côte d'Azur, pendant qu'à Valenciennes ou à Arras, vous avez des gens vous avez des logements vides. Donc vous avez un sujet aussi d'aménagement du territoire. Alors aménager le territoire, ça porte un vilain nom, ça s'appelle la planification, mais ça veut dire qu'il faut essayer, par exemple, de faire les nouvelles usines de batteries ou d'autres dans des endroits où il y a plein de logements vacants, histoire de recréer de l'activité. Alors, je ne connais pas le taux de vacances des logements à Dunkerque, mais histoire de recréer de l'activité. Mais la vallée, elle est plus large que seulement Dunkerque. Mais il faut donc recréer de l'activité, idéalement, dans des endroits où il y a déjà des logements vides. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, parce que l'abondance énergétique nous a rendu la vie facile, et donc on n'a pas eu besoin de se creuser la cervelle, c'est refaire des plans un peu à large maille, en juxtaposant le sujet des transports, le sujet des logements, le sujet de l'activité, le sujet de l'agriculture, etc. Et à comprendre comment est-ce que tout ça continue à flotter dans un monde dans lequel les flux physiques seront moins faciles à créer. Moins faciles à créer, et d'ailleurs vous le dites par nécessité, c'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui depuis longtemps disent c'est même pas juste parce que je voudrais moins polluer ou être moins écolo, c'est parce que simplement mécaniquement on va avoir des ressources, on a des ressources qui ne sont pas illimitées, et donc à un moment ou à un autre il faudra s'arrêter. Alors on a déjà, si je prends l'exemple des combustibles fossiles, l'Europe est en décrue de consommation de charbon subie depuis le milieu des années 50. Parce que ça fait 2 siècles qu'on tape dans les mines de charbon. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, c'était 1914. Ça fait longtemps donc qu'on est en décrue. Sur le charbon, oui. Et du coup, comme le charbon est compliqué à transporter à large échelle, on consomme de moins en moins de charbon, ça date d'avant le climat. On est en décrue pétrolière subie depuis 2008. Et ça c'est lié au pic de production du pétrole conventionnel, donc tout ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada et le pétrole de schiste américain, depuis 2008 en Europe également. Et on est en décrue subie de l'approvisionnement gazier depuis le pic de production de la mer du Nord, qui a passé son pic en 2005, parce que le gaz demande des tuyaux ou des méthaniers, c'est plus compliqué à transporter que le pétrole, et donc on consomme également de moins en moins de gaz en Europe depuis cette époque. Tout ça n'a rien à voir avec le climat. Tout ça est juste lié à la géologie et au fait qu'on subit ces décrues. Un mot quand même du climat, justement, Jean-Marc Jancovici. Je voudrais qu'on parle de la sécheresse. Alors, donc, c'est une bonne affaire pour le CO2, mais en attendant, c'est juste pour dire que les limites physiques, ça existe. L'Agence internationale de l'énergie a, il y a maintenant 1 an à peu près, émis une alerte. Alors, ils l'ont émis à la manière de l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire c'est une note de bas de page 136 d'un rapport. Mais vous l'avez lu. Voilà. Donc... Mais je suis tombé dessus. Bon. Disant que pour les mines de cuivre actuellement en production ou en développement, c'est-à-dire que les infrastructures de production sont en cours de construction, le pic de production est pour les années qui viennent. Bon. Donc, vous voyez, les limites physiques, ça existe. Et les limites physiques, c'est aussi l'eau. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot, Jean-Marc Jancovici, cette sécheresse extrême, des départements qui se trouvent déjà en crise de sécheresse, avec des habitants qui sont quasi rationnés. Est-ce que ça va s'installer et quelle est la réponse qu'il faut apporter? Alors, ça s'installe déjà. En France, sur les 2 dernières années, il n'y a eu que 3 ou 4 mois de mémoire où les précipitations ont été supérieures à la normale. Tout le reste du temps, elles ont été inférieures à la normale et évidemment, l'hiver dernier en particulier a été très sec. Heureusement qu'il pleut en ce moment. Le présentateur météo disait tout à l'heure, moi je voudrais qu'on arrête d'utiliser l'expression beau temps quand il y a du soleil. En fait, aujourd'hui, le beau temps, c'est quand il pleut. Alors effectivement, on ronchonne un peu parce qu'on sort les parapluies, mais il vaut mieux sortir les parapluies et avoir de quoi manger plutôt que de ne pas avoir de parapluie. C'est vrai que vous ne faites pas hyper rêver quand même, Jean-Marc Jancovici. La fin de la maison individuelle, pas de résidence secondaire, reprendre ses pattes pour marcher
et se réjouir de la pluie. C'est très bien de reprendre ses pattes pour marcher, je vous assure. Ça fait faire un peu d'exercice, ça déstresse, c'est parfait. La marche, c'est une excellente chose. Cela dit, sur Il y a la même pluie, des tas de gens qui payent très cher pour aller marcher à l'autre bout du monde. c'est vrai, C'est bien la preuve. et même qui payent très cher pour rien manger. Bon. Mais cela dit, Jean-Marc Jancovici, sur cette histoire de sécheresse, est-ce qu'il faut s'y habituer? Est-ce qu'il faut changer nos habitudes de consommation? Malheureusement, oui. Parce que ça fait longtemps qu'on sait, avec les simulations climatiques, que dans le cadre du réchauffement en cours, le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher. Donc il n'y a pas que le sud de la France qui s'assèche. Ce qui se passe en Espagne en ce moment est encore plus aigu que ce qui se passe en France. C'est pareil, ça fait 3 ans qu'ils ont des précipitations déficitaires. Ils abordent le printemps et l'été avec des réservoirs qui sont remplis au quart de leur capacité. Quand vous allez encore plus au sud, au Maroc, l'année dernière, il y a eu une perte de la récolte en céréales extrêmement marquée. Là, en ce moment, la situation également est extrêmement critique. La sécheresse a joué un rôle direct dans le déclenchement du printemps arabe. Donc, c'est quelque chose, malheureusement, auquel il va falloir s'habituer. Les rizières de la plaine du Pô sont également à un niveau historiquement bas. Et ce n'est malheureusement que le début. Alors, je vais vous faire encore moins rêver. Tant mieux pour votre mari. Mais malheureusement, il va falloir s'y habituer parce que, encore une fois, dans le cadre de l'évolution climatique en cours, les précipitations du pourtour du bassin méditerranéen vont baisser et les sols vont s'assécher. En gros, on va perdre 10% d'humidité des sols par degré de réchauffement global. Ce n'est donc que le début et on aura l'occasion d'en reparler. Jean-Marc Jancovici, merci en tout cas d'être venu ce matin. Vous êtes ingénieur et je citais votre livre, il s'appelle Le monde sans fin.